Merci à vous tous d'être venus nous parler un an après le premier exercice, et d'ailleurs Patrick part, mais rendez-vous dans 2 ans, Patrick, hein, tu as bien fait de le dire. Alors, ah d'accord, un ou 2 mots quand même, pour vous dire que il y aura à veiller à la cohérence des différentes échelles. Finalement, les normes alimentaires, elles se déterminent, elles s'élaborent. Au niveau international, il y avait l'ISO tout à l'heure qui a parlé, instance internationale normative. Et puis il y a, pour les sujets de qualité-sécurité en France, évidemment l'échelle communautaire, européenne. Et puis il y a la compétence résiduelle des États, bien entendu. Et donc on a finalement 3 échelles où se déterminent les normes, où s'élaborent les normes. Alors le premier enjeu, dans ce cas-là, c'est évidemment de ne jamais perdre la cohérence entre chacune de ces échelles. Bon, je pense quand même qu'on ne part pas de rien. Il y a une très très longue habitude, une très très longue histoire de la coexistence de ces échelles. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans les 2 années qui viennent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le sujet, 1000 excuses déjà, je ne vais pas pouvoir résumer la conférence parce que malheureusement je n'y ai pas participé et j'ai eu quelqu'un qui, comme moi, s'excuse aussi, c'est Catherine Gélin, la NL, que j'ai eu hier et qui malheureusement était empêchée, n'a pas pu venir. Mais j'ai, en rattrapant vos débats, vu qu'on allait sur finalement ce qui intéresse tout un chacun, c'est-à-dire la phase très opérationnelle, les sujets de traçabilité, les sujets de transparence, etc., etc. Alors, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que le Fonds français pour l'alimentation et la santé est un opérateur. Et se borne peut-être à ça, mais essaye en tout cas d'agir au plus proche des sujets, au plus proche de la population, au plus proche des gens, pour que finalement l'alimentation soit favorable à la santé. Donc en gros, il essaye d'agir pour finalement le compte de ce que les normes prescrivent. Alors, dans les 2 années qui viennent, il va y avoir, me semble-t-il, pour les États, une incitation à répertorier les initiatives exemplaires nées ici ou ailleurs. Et à ce titre, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que si j'étais absent ce matin, c'est que j'étais précisément en train de lancer un projet qui me semble parfaitement correspondre aux besoins que vous avez soulevés, qui est celui de la mise en place d'une plateforme française, numérique, et qui est la plateforme des données numériques de l'alimentation. Ce projet s'appelle Numalim. Ce projet, je l'ai porté avec mes équipes et avec d'autres dans un consortium pour faire en sorte qu'on ait, pour la première fois, et d'ailleurs j'insiste sur ce point, il s'agira d'une première mondiale. On va avoir des données massives sur l'alimentation, en collectant des données du point le plus amont, c'est-à-dire sur les modes de production agricole, en passant par évidemment les consommations individuelles, en passant par les comportements alimentaires, en passant par les données descriptives des produits. On va faire le premier catalogue numérique des aliments en France. Il y aura à peu près 500 000 aliments dans ce catalogue. Et tout ça va être connecté avec quoi? Avec les données afférentes au statut nutritionnel de la population. Donc on va avoir ce qu'on appelle un data lake, on imagine ce que ça veut dire. En gros, une piscine de données, pour ne pas prendre le lac, et à l'intérieur de laquelle, un gisement de données, à l'intérieur duquel on va pouvoir faire énormément de recherches, et peut-être éclairer des choses qu'on ne sait pas bien, c'est-à-dire en gros les conséquences de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on mange, sur finalement l'état physiologique et sur le statut nutritionnel. On fait des politiques publiques quelquefois sur du sable, c'est-à-dire sur des niveaux de preuves qui sont parfaitement insuffisants. En tout cas, tous les scientifiques sont à peu près d'accord là-dessus. Donc en gros, ce projet numérique, c'est mettre de la donnée, parce que la donnée a une grande valeur, pour explorer ces relations entre l'alimentation et la santé, pour faire en sorte que finalement, un jour, on arrive à faire en sorte que, et ce sera peut-être la première des préventions finalement, parce que chacun arrive à connaître plus finement qu'aujourd'hui ses besoins physiologiques, parce que vous savez, on travaille quand même sur l'homme à 2000 kilocalories. Hein. Ça calme, parce que moi, 2000 kilocalories, je pense que c'est 3 fois par an, les jours où je fais de l'activité physique. Les 362 jours qui restent, j'ai besoin de beaucoup moins que ça. Sauf que j'en mange au moins 2500 par jour. Donc j'ai un problème en tant que tel. Le jour où on aura les vrais outils incitant à regarder ce dont on a besoin, je pense qu'on mangera mieux et on aura un ajustement des besoins et de la couverture de ces besoins. Ça, c'est un monde merveilleux, avec les applications numériques qu'on vous proposera dans 1 an ou 2 ou dans 3 ans. Mais en tout cas, plateforme numérique de l'alimentation, retenez ce petit acronyme Numalim, ça va être hébergé par un établissement qui va s'appeler INALIM, Institut de l'alimentation,
qui va travailler dans le droit fil de ce que vous avez dit sur au moins 3 thèmes importants. Le premier, c'est évidemment la transition numérique. Le deuxième, c'est l'éducation alimentaire. Il est évident que dans l'univers de consommation dans lequel on se situe, le socle des connaissances me semble insuffisant pour arriver à se guider à coup sûr vers des comportements qui soient favorables à la santé. On n'est pas tous spécialistes de l'alimentation, sauf ici. Et donc, franchement, ça peut être compliqué de se nourrir en fonction de ses besoins et en ayant suffisamment d'éléments de connaissance. Donc on dit qu'il faut une vraie réflexion en France sur le socle de connaissances nécessaire pour se mouvoir dans cet univers complexe de la consommation. Et puis il y a un autre sujet, vous l'avez un peu abordé, il est vrai chez nous, il est encore quelquefois plus vrai ailleurs, mais il y a une alimentation à 2 vitesses. Et puis il y a des inégalités sociales de santé. Et il y a des effets de seuil qui font que lorsqu'on est en situation de précarité économique ou sociale et cognitive, pourquoi pas, ça devient hyper complexe. Et on est à peu près à chaque fois à côté de l'objectif d'une alimentation satisfaisante pour n'avoir aucune conséquence délétère. Donc on va travailler sur les théories de l'inconnaissance, sur les théories des savoirs profanes, pour savoir au moins comment, enfin pour essayer de voir si on peut agir au cœur des populations qui n'ont ni les connaissances qui vont bien, ni les niveaux de revenus qui vont bien, ni, enfin, où il n'y a rien qui va, ou à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de l'Institut de l'alimentation, on va consentir des efforts pour voir si on peut dégager des processus d'action au cœur des populations vulnérables. Voilà. Donc, en gros, voilà quelles sont les nouvelles, c'est parce que c'en est une, ce sont des nouvelles. L'Institut de l'alimentation sera mis en place d'ici la fin de l'année, entrera dans une phase opérationnelle en 2019, et sa forme juridique sera une société coopérative d'intérêt collectif, parce que finalement, l'acte alimentaire et le bien commun qu'il y a autour de l'acte alimentaire n'appartient à personne. Donc, c'est forcément l'intérêt collectif. Donc, on aura autour de table de cette organisation uniquement des organisations représentatives qui vont matérialiser la chaîne alimentaire, des agriculteurs jusqu'aux ONG, en passant par toutes les organisations représentatives intercalées, comme les représentants des distributions, etc., etc. Voilà. Donc ça, mon vœu, cher Patrick, est que cette initiative, dans 2 ans, soit considérée comme exemplaire. Mais à charge pour elle de le prouver. Voilà. Merci à tous d'être venus nous voir.